du sport, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps de sport, Temps de sport. Cette émission qui vous informe en temps réel sur le sport congolais, africain, pourquoi pas le sport international. Blaise Kouzola est là pour vous à la présentation. Je ne serai pas seul sur ce plateau, comme d'habitude, je serai accompagné de mon aimable confrère Enoch Issei, à qui j'ai dit bonjour Enoch. Bonjour Blaise Kouzola, bonjour. Oui, ça va très bien, merci. Voilà, donc ensemble avec Enoch Issei, nous allons débriefer en tout cas toute l'actualité sportive de la semaine. Et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, comme vous le savez. Nous allons parler de la Ligue nationale de football avec les rencontres qui ont eu lieu pendant la semaine. On parlera bien évidemment des interclubs de la CAF avec les qualifications en tout cas de nos équipes, les 3 représentants congolais engagés à la Coupe de la Confédération. Nous en parlerons en long et en large. Nous parlerons également de ce qu'on appelle le Festival africain des arts martiaux. Nous en parlerons. Nous parlerons également de cette information qui parle de la pédophilie, en tout cas la pédophilie ici en République démocratique du Congo, ces abus sexuels, ces révélations en tout cas sur les abus sexuels de nos de jeunes joueurs congolais, que ce soit les hommes ou bien les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler en long et en large de ces dossiers. Nous parlerons également du dossier qui concerne le Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu qui c'est un sport aujourd'hui où nous allons un peu découvrir comment ça se passe avec le Jiu-Jitsu. On parlera dans le pays européen pour scruter, pour superviser les internationaux congolais et pourquoi pas le binationaux qui sont dans le pays européen en train de jouer et leur rencontre. Nous parlerons aussi, nous allons dire un mot sur la Coupe du Monde qui fera partie de la partie économique de notre émission aujourd'hui. La Coupe du Monde Qatar 2022, comme vous le savez, cette grande messe du football mondial commencera déjà à partir du dimanche 20 novembre prochain. Nous allons vous donner quelques détails et vous découvrirez d'ailleurs avec nous quelques stades de ces pays, le Qatar qui va accueillir cette Coupe du Monde. Puis nous allons chuter avec la revue de presse sportive internationale. Vous allez ensemble avec nous découvrir quelles sont les dernières actualités relatives au sport en Europe, pourquoi pas dans le monde entier. Nous allons débuter cette émission, comme je l'ai dit au sommaire, par la Ligue nationale de football avec plusieurs rencontres qui se sont jouées. Mais avant de vous donner le détail de ces rencontres, nous allons déjà partir du côté de la régie pour suivre le match qui a opposé le FC Renaissance à l'équipe de Céleste Football Club. Ça s'est joué le jeudi 9 novembre dernier ici à Kinshasa au stade de Martyrs. Le score de la partie était de 1-0 en faveur de l'équipe de Céleste. Nous allons partir rapidement et revenir tout juste après pour débriefer, pourquoi pas vous donner d'autres résultats. C'est parti. Ah oui, c'est parti pour ce match. Tchonakin qui est là, qui décale son coéquipier, et ses centres, la tête de Namboka Béni, l'avant-centre. Cette déviation d'Assim en beauté avec Katembo qui accélère, et Katembo qui ne s'est pas contrôlé sur ce coup. Et pourtant, c'était une très belle déviation de la part de l'avant-centre Mamboté Assis. Katembo, Assis Mamboté. Attention avec cette frappe de Palvi Moulaba. La tête des Memba. Attention Katembo Loubiala. Makengo. Palvi Moulaba. La frappe de Palvi Moulaba. Trop appuyé mais pas cadré. Donc il voit la frappe de Palvi Moulaba. La passe de Wombe Ochudi. Il trouve un Tchona Kinkela. Tchona devant Bemba. Tchona. La frappe de Tchona Kinkela.
le gardien Kassoua Makwei qui s'est allongé pour empêcher carrément ce ballon d'Ntona Kinkela. Nzanga Malamou avec Ntona Kinkela. Attention Ntona qui perce. Ntona, il trouve Nzanga Malamou. La frappe de Nzanga. Namboka Béni qui tente cette bicyclette. Et c'est la mi-temps. Ici au stade de Martyrs. 0 but par Matemakengo pour le nouvel entrant Akweabi. Akwe, le centre d'Akweabi. Attention, Palvi. Et la frappe. Oh, ça passe à côté. Et cette frappe qui passe à côté. Palvi bien servi au point de pénalty, mais n'a pas pu bien positionner son tir, n'a pas pu bien calculer le but de Ilumbe Bombito, le gardien des Célestes Football Club. On y voit bien servi d'abord ce démarrage d'Akweabi. Foura Samuel pour les modestes avec Akweabi. Un entrant, c'est un joueur des Racing Club de Kinshasa. Le centre d'Akweabi. Attention, ce ballon qui traîne dans la surface. Et la frappe des Katembo Louiala. Le centre d'Ntona Kinkela. La passe de l'autre côté. Le centre. La tête de Namboka Béni. Le ballon est accepté par le pied magique d'Ego Ngabayou, le capitaine des Célestes. La belle passe du Lunga Chibanda, il trouve Vigas dans la surface. 0 pour les Oranges de la capitale. 1 pour les Chérubins de Badaka. Ilunga Chibanda, le ballon d'Ilunga Chibanda. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez vu avec nous cette rencontre qui a opposé l'équipe du Football Club Renaissance à celle de Céleste Football Club. Alors, il y en a qui sait, Renaissance qui a joué son deuxième match de la Ligue nationale de football, mais Renaissance qui n'arrive toujours pas à gagner. C'est quoi le problème en tout cas pour cette équipe de Renaissance? Merci beaucoup Blaise Kouzola. Je pense bien que nous l'avions déjà dit samedi passé tout au long de cette émission que l'équipe de l'FC Renaissance rencontre beaucoup de difficultés, notamment en ce qui concerne bien sûr son équipe, hein, la gestion de l'équipe, les entraîneurs, entre présidents. Il y a vraiment un sérieux problème. Alors il n'y a pas attente, il n'y a pas unité. Alors quand il n'y a pas attente, vous savez, vous ne devez que vivre ces choses. L'équipe ne pourra pas très bien vraiment émerger, pourquoi pas aussi remporter des victoires, parce que d'abord, vous savez qu'un match de football le fait d'être sur le terrain, ça commence d'abord par le moral exactement des joueurs aussi. Quand le moral des joueurs ne sont pas en place, vous verrez que les joueurs ne pourront pas donner les meilleurs d'eux. Quand surtout les dirigeants des clubs ne s'entendent pas, comme le cas de FC Renaissance qui aujourd'hui est séparé. Nous voyons Mukuna de l'autre côté qui déclare toujours et qui essaye de réclamer toujours l'FC Renaissance et dit d'ailleurs de pouvoir accuser même la FECOFA au niveau de la CAF, parce qu'il s'est dit que l'FC Renaissance lui appartient. Et donc voilà, déjà ces problèmes au niveau de la gestion de l'équipe ne peut pas donner de bons résultats au niveau de l'équipe, et cela affecte même les joueurs. Vous voyez que l'FC Renaissance qui aujourd'hui pouvait quand même donner le meilleur de lui, aujourd'hui quand on voyait les Renaissance jouer, on pouvait s'attendre à des très bons résultats, mais malheureusement aujourd'hui ce n'est pas ce qui s'est fait. Donc voilà, moi je me dis que la raison principale c'est d'abord les conflits internes qui règnent au milieu du FC Renaissance. Voilà le conflit interne qui règne au milieu du FC Renaissance. On espère vraiment que les choses pourront évoluer pour cette équipe qui nous a toujours chéris. Vous voyez, je suis en orange aujourd'hui. Mais bon. Voilà, c'est un peu ça, ça fait mal. Ça fait mal quand même de voir Renaissance à ces niveaux, mais on espère qu'ils pourront mieux continuer cette Ligue de Champions, cette Ligue nationale de football. Alors, il y en a qui sait, il y a eu beaucoup de matchs, en tout cas beaucoup de matchs qui se sont joués
entre le dimanche 6 novembre et le vendredi 10 novembre. Est-ce que vous pouvez nous donner le résultat de ces rencontres-là rapidement avant de passer à autre chose? Voilà, rapidement, comme vous l'avez dit, avant de passer à autre chose, je rappelle que depuis samedi, que lorsque nous étions ici sur ces plateaux, pour l'émission Temps des Sports, dimanche, il y a eu des rencontres. Le dimanche 6 novembre, IS Panda a joué contre Chinkunku, score de match 1 contre 2. C'était en faveur de l'équipe de Chinkunku. C'était au stade de Kikula. Voilà, et Alikassi. Oui, Alikassi, justement. Et l'équipe de l'SV Club avait aussi joué dimanche contre l'équipe de l'Étoile du Kivu. La victoire de l'SV Club avec 2-0. C'était au stade des Martyrs, bien sûr. Enfin, 20 clubs gagnent avec 2 buts d'écart. C'était une première, en tout cas. Voilà, c'était ça le premier. Et donc, qui compte désormais 12 points. Voilà. 4 matchs joués, si on doit le dire. Oui. Oui. Et donc, l'équipe de 20 clubs qui prend aussi provisoirement, bien sûr, on arrivera, la tête du classement. Oui. Alors, le lundi 7 novembre, il y a eu aussi des rencontres. Il y a eu une rencontre, Sanga Balende a joué bien sûr contre Dauphin Noir et les scores de match c'était 0 but partout et c'était au stade Kachala Banzola. Donc voilà. Et le 8, justement, le 8 mardi 8 novembre, il y a eu aussi une rencontre. Maniema Union a joué Kouya Sport et les scores du match c'était 2 buts contre 1 en faveur de Maniema Union. C'était au stade Joseph Kabila Kabangé. À Kindu, exactement. Et puis le jeudi 10 novembre, il y a eu exactement aussi des rencontres. JSK a joué Étoile du Kivu. JSK qui a battu l'Étoile du Kivu par la marque d'1-0. C'était au stade de Martyrs. Le FC Renaissance, le match que nous venons de suivre d'ailleurs tout à l'heure, qui se vit Céleste, qui s'est imposé bien sûr. Céleste, c'est l'équipe promue qui vient de Mbandaka. Justement, alors et il fait un très bon match aussi. Si vous voyez, même dans sa manière de se tenir au classement, il est, je pense, bien à la 2e ou 3e position. Donc, il est à la 8e position. Oui. Donc voilà. Alors, l'équipe de Céleste qui a battu, bien sûr, l'équipe de l'FC Renaissance par la marque de 1-0. Et Lubumbashi Sport avait aussi joué contre Dauphin Noir. Voilà, le match c'était 2 buts partout. 2 buts partout entre les deux équipes. Il y a eu aussi Maniema Union face à Rangers, c'était hier. Justement, vendredi, c'était 2 buts contre 0. Voilà. Alors, pouvez nous donner rapidement le classement et aussi nous donner le perspective d'avenir, c'est-à-dire le rencontre qui vont déjà se disputer déjà à partir de demain, dimanche 13 novembre. Voilà, merci. Rapidement, nous allons commencer tout d'abord par les rencontres avant de donner le classement. Les rencontres qui sont prévues, bien sûr, dans le calendrier. Demain, il y a Kouya Sport qui jouera l'Étoile du Kivu. Il y a Lupopo qui jouera Chinkunku. Il y a Maniema Union qui jouera FC Renaissance du Congo. Il y a le Don Bosco, FC Don Bosco qui jouera Dauphin Noir. Il y a Sanga Balende qui jouera bien sûr IS Panda. Nous avons l'équipe de Céleste qui jouera aussi avec l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Daring qui jouera son deuxième match. Oui, exactement. Et puis V Club va jouer aussi contre JSK. C'est demain au stade des Martyrs. Voilà, ça ce sont des rencontres pour demain. Je ne sais pas si je dois directement donner le classement. Oui, voilà. Rapidement. Alors, je ne sais pas si la régie peut aussi nous balancer les classements. Justement. Si pas, nous allons voir, voilà, rapidement, l'INAFoot pour cette première ligue, l'ASV Club qui a 12 points, et suivi de Blessing 11 points, TP Mazembe 10 points, Maniema Union 9 points, Chinkunku qui a 9 points, JSK 8 points, Lubumbashi qui a 8 points également, Céleste, l'équipe de Céleste qui a 7 points, Don Bosco qui a 7 points, Sanga Balende aussi 7 points parmi ceux qui ont 7. Alors, Kouya Sport vient juste après, il a 6 points. L'équipe des Dauphins Noirs a également 6 points. Le Bazano, le groupe club Bazano, qui a lui aussi 5 points. Et soutenu bien sûr, juste après le Bazano, il y a le Saint-Éloi Lupopo qui compte 4 points. Voilà. Le FC, les AC Rangers, bien sûr, qui a aussi 4 points. AC Simba, 4 points. US Panda qui a également 4 points. Étoile du Kivu qui a 4 points. Desampé
un point, et le FC Renaissance qui a aussi la marche un point. Avec Donc, un point, voilà. Mais il faudrait souligner rapidement que c'était un classement provisoire, bien que tous ceux qui sont alignés là comme premier ou deuxième n'ont parfois peut-être pas joué tous les matchs. Les autres ont joué. Oui, déjà avec deux clubs, il y a 4 matchs, et puis Blessing qui a joué 6 matchs. Bon, nous allons toujours au rythme de la foot. Renaissance qui ne jouera que son deuxième match, son troisième match d'ailleurs. C'est dimanche, voilà. Donc nous allons évoluer comme ça, et le championnat qui est en train quand même d'évoluer. On passe aux interclubs de la CAF. C'est un gros dossier et c'est une satisfaction totale pour la République démocratique du Congo. Le 4 clubs congolais qui étaient jusque-là envoyés par la République démocratique du Congo pour disputer ces interclubs de la CAF sont tous qualifiés pour la phase de poule, une première pour la République démocratique du Congo. 20 clubs qui étaient déjà qualifiés pour la Ligue des Champions et attendaient comme ça les autres et les 3 autres, à savoir Mazembe, Lupopo et Daring-Clémenté Apembe, qui ont été renversés. Voilà, donc Mazembe qui a été reversé en C2, qui rejoignait le FC Saint-Ouen Lupopo et les Daring-Clémenté Apembe. Tous se sont qualifiés le mercredi 9 novembre dernier dans les 2 stades, à savoir le stade de Martyr pour Lupopo et Desampé et le Madiba Stadium de Durban en Afrique du Sud pour le tout-puissant Mazembe. Nous allons suivre ces récits très rapidement qui nous brossent comme ça le dossier dans son détail, dans le moindre détail, et nous allons nous retrouver tout juste après pour la suite de cette émission. C'est parti. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, l'UFC Santé-Louis Lupopo et les Daring-Clémenté Mapembe ont rejoint mercredi l'SV Club, tous les RDC, en phase de poule de 2 compétitions interclubs de la Confédération africaine de football, CAF, une première pour la nation congolaise, dont le tirage au sort aura lieu dans une semaine, soit le mercredi 16 novembre au Caire en Égypte. Le TP Mazembe a validé son ticket en allant battre Royal AMFC 1-0 au Moses Mabida Stadium à Durban en match retour de 16e de finale bis. Adam Bossou à la 43e minute a ouvert le score sur une balle en profondeur de Kevin Mondeko dans le rond central, mais qui va réussir à prendre des vitesses le 2 défenseurs sud-africains jusqu'à battre les gardiens. C'est le score à la mi-temps. À la reprise, les Corbeaux vont bien gérer le match, passant même à côté d'un deuxième but à l'instar de cette belle frappe lointaine de Serge Moukoko à la 56e minute sur une passe de Joël Béa. Pour la suite, toutes les tentatives de Royal AMFC de marquer ne fût-ce qu'un but devant son public sont restées vaines. Score final 1-0. Au match aller, il y a une semaine à Lubumbashi, Mazembe s'était imposé par un score net de 2-0. Ainsi, Miayo Pamphile et ses poulains se qualifient avec un score cumulé de 3-0. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le joueur de Mazembe se sont plaints du vol de leur téléphone et autres biens de valeur dont le passeport au vestiaire pendant la première mi-temps. Pour sa part, le Daring-Clémenté Mapembe a éliminé Flambeau du Centre FC du Burundi 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Un très bon match pour les Immaculés qui n'ont pas beaucoup attendu pour ouvrir le score par l'entremise de Bofafaka. Le Burundais vont égaliser sur penalty avant que l'arbitre algérien renvoie les 2 équipes au vestiaire. À la reprise, le Daring-Clémenté Mapembe revient avec une autre dimension de motivation et porte de sérieux dangers dans les camps adverses, obligeant le Burundais de concéder et aussi un penalty. Piano Monzizi s'est chargé et marque à contre-pied parfait. Et le match se termine sur ce score de 2-1. Avec le 2-0 du match aller, Motema Pembe se qualifie avec un score cumulé de 4-1. Enfin, l'FC Saint-Ouen Lupopo s'est qualifié aussi pour la phase de poule de la Coupe de Confédération en battant l'équipe du Real Club Kadiogo du Burkina Faso au stade de Martyr ce mercredi sur la note de 1-0, même score enregistré au match aller il y a une semaine passée. Le Wandani s'est qualifié pour la première fois en 16 ans dans cette compétition. Ici est de signaler que, hormis Lupopo, Desampé, Mazembe, 20 clubs s'étaient également qualifiés pour la Ligue des Champions, portant le total de clubs congolais à 4 dans ces interclubs la CAF, une première pour la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suivi ces 3 rencontres importantes et historiques pour la République démocratique du Congo. Alors, il y en a qui sait, nous allons commencer d'abord à brosser sur le plan général. 4 clubs congolais qualifiés pour le phase de poule ou la phase de poule des interclubs de la CAF.
n'est-ce pas, une grande satisfaction pour le football congolais qui, quand même, piétinait un tout petit peu, mais maintenant on sent que le Congo commence à revenir à son meilleur niveau. Voilà, Blaise Kuzola, comme nous l'avions dit l'autre fois, c'est quand même quelque chose de bien de la part du club congolais. Voilà, c'est grand temps maintenant de pouvoir faire mieux, pourquoi pas, parce que vous savez, il y a très longtemps où nous avions vu les équipes congolaises, surtout les clubs congolaises, essayer quand même de faire de mieux pour arriver jusqu'à ces niveaux et pourquoi pas aussi arriver même à la finale et remporter. C'est très longtemps qu'on a vécu ces choses. Voilà, cette occasion, moi je pense que c'est une opportunité pour la RDC de faire mieux. C'est une fierté tout d'abord pour nous, pourquoi pas aussi pour les différents clubs, parce que déjà aligner 4 clubs dans un championnat africain, c'est quand même quelque chose de très bien. L'SV Club, lui, qui est le seul qui reste au niveau de la Ligue des Champions, et les 3 autres au niveau de la Coupe de la Confédération, c'est une fierté. Voilà pourquoi je disais que je sais qu'on va brosser vraiment dans les détails pour chacune des équipes, mais alors pour dire d'une manière générale, je dirais qu'il est grand temps pour d'abord les dirigeants des clubs, pour les autorités congolaises de pouvoir accompagner maintenant ces clubs. Il faudrait maintenant accompagner, savoir comment orienter et faire mieux. Vous voyez, si aujourd'hui on parle de Tunisie, on parle de Maroc, on parle de l'Afrique du Sud, vous voyez comment ces clubs et ces pays sont organisés. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, ces gens ont aussi l'accompagnement de leurs différentes fédérations. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi ils font toujours des choses par excellence et ils arrivent à pouvoir remporter aussi de titres. Cette fois-ci, nous voudrions vraiment voir l'implication aussi de toutes les parties prenantes pour que nous puissions quand même sortir, pourquoi pas vainqueurs de l'une des compétitions. C'est une possibilité, Enoch Issei. On va le voir lors du tirage au sort déjà, qui aura lieu le 16 novembre prochain en Égypte, au Caire. Alors, le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour la phase de groupe. Mazembe qui sauve un tout petit peu sa saison parce que éliminé en Champions League par l'équipe de Vipers de l'Ouganda, et le TP Mazembe qui arrive quand même à se qualifier pour la phase de groupe avec Pamphile Miayo. Ne serait-ce pas un coup de génie de la part de Moïse Katumbi en nommant Pamphile Miayo à la place de Franck Dumas? Je pense que vous avez totalement raison aussi de les dire. C'est quelque chose vraiment à louer. Parce que vous remarquerez tout d'abord, avant de pouvoir arriver là, on a tendance à voir que les clubs congolais, beaucoup de clubs congolais avaient du mal à s'en sortir face aux différents clubs des pays que j'ai cités. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Vraiment, c'était très difficile pour voir les clubs congolais essayer quand même de pouvoir s'imposer face à ces clubs. Mais aujourd'hui, nous voyons que la tendance commence un peu à changer. Vous voyez l'équipe du tout-puissant Mazembe qui joue à domicile et bat l'équipe des Royals par la marque de 2-0 à Lubumbashi et partir bien sûr en Afrique du Sud et battre encore cette équipe à domicile par la marque d'1-0. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très meilleur. Et parce que il y a aussi ce que vous avez dit, l'aspect que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous voyez, avant, avec Franck Dumas, il y avait beaucoup de difficultés. En tout cas, on décriait vraiment pas une bonne manière de pouvoir entraîner l'équipe, orienter l'équipe et tout ça. Mais grâce à la décision prise par le président de ces clubs, Moïse Katumbi, vous voyez qu'aujourd'hui, avec la venue de Pamphile Miayo, qui est l'un des joueurs aussi, qui est le ressortissant bien sûr de cette équipe, gloire de Mazembe. Vous voyez qu'il a quand même pu tenir cette équipe avec le 2 matchs ou les 3 matchs si on doit compter aussi le match de la Lina Foot. Voilà. Vous voyez qu'il y a déjà la victoire et ça promet avec Pamphile Miayo. Moi je pense que l'équipe du tout-puissant Mazembe pourra faire mieux avec Pamphile Miayo. Voilà. Alors pour le dernier club mondial Pembe qui s'est également qualifié pour la phase de poule, Motema Pembe qui n'a pas encore exploité ses recrues à cause d'un problème lié avec la FIFA, mais quand même il a joué avec ses joueurs d'avant. C'était quand même un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs, mais ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, avec le personne qu'ils pouvaient. Et vous pensez quoi un tout petit peu de cela, de cette qualification? Parce que de Sampé qui était quand même dans une zone de turbulence avec le départ de Vidier Chimanga, l'arrivée de Paul Kassembele qui est maintenant le président de coordination de cette équipe.
Ne voyez-vous pas que c'est quand même un soulagement pour cette équipe qui est un peu dans la turbulence? Mais moi, je dirais que, bon, bien que vous parlez de soulagement, mais c'est pas vraiment du tout un soulagement parce que il y a encore grand qui reste à faire. Mais alors, si on doit parler en termes de résultats que nous voyons aujourd'hui, nous dirons quand même que c'est un grand effort de la part, bien sûr, du Daring Club Motema Pembe. Vous voyez, l'équipe traverse des moments vraiment très difficiles. Alors, très difficiles si on doit le dire. Déjà, vous avez parlé de la sanction de la CAF. Il n'y a pas que au niveau de l'achat des joueurs. Vous savez déjà, le match s'est joué à huis clos. À huis clos, c'est ça, Ouais. c'est ce que je voulais soulever. Voilà. Donc, la CAF a interdit à DSMP de pouvoir, c'est une sanction pendant un temps. L'équipe du Daring Club, Motema Pembe, jouera à huis clos presque tous ces matchs. Et vous verrez que, déjà, comme je l'ai dit toujours, qu'un match de football se gagne aussi avec des supporters. Vous voyez, sur le terrain, au niveau du terrain et tout. Mais alors, l'absence des supporters, déjà, handicape d'une manière ou d'une autre, ou démoralise aussi les joueurs. Vous voyez, Voilà. il y a une équipe qui peut être déjà forte, vous avez des grands joueurs, mais s'il n'y a pas de supporters, vous voyez que vous n'avez pas vraiment une forte motivation parce que de temps à autre, quand il y a la présence de vos supporters, des Oui, cris, ça donne, tout ça de motive l'ambiance, encore. voilà. Ouais. Mais alors que l'équipe du Daring Club Motema Pembe joue sans supporters, et d'ailleurs, le match de Lupopo qui était d'ailleurs avant le match de DSMP, Lupopo qui également était joué à huis obligé clos, voilà. de ne pas pouvoir faire entrer les supporters au terrain. Pourquoi? Parce que si les supporters entraient pour les matchs Il pouvait de y avoir des infiltrés. justement, et les gens allaient rester pour Mm. suivre les matchs de Saint-Pé. Ça aurait dû encore créer des problèmes pour cette équipe. Voilà. Mais alors déjà à ce stade, moi je pense que l'équipe est à féliciter, que l'entraîneur se batte encore pour donner le meilleur d'eux. Donc je pense que ça va aller. Nous pensons que ça va aller. DSMP qui va tenter d'enregistrer ses recrues pour la phase de poule qui va déjà débuter en février 2023. On va clore avec le FC Saint-Eloi Lupopo. FC Saint-Eloi Lupopo qui s'est qualifié en aller comme au retour, même score. En aller-retour, 1-0 face à l'équipe du Royal Club Kadiogo. 16 ans après, Lupopo s'est qualifié pour la phase de poule. Un mot de votre part par rapport à cette équipe? Voilà, vous avez tout dit, Blest Kuzola. Moi, je pense que 16 ans après, c'est quand même quelque chose. On devait applaudir, on devait vraiment se dire que voilà, c'est encourager l'équipe, encourager les joueurs, encourager le président de cette équipe. Et surtout que Lupopo n'a pas joué à domicile, c'était quand même pas facile. Voilà. Il devrait jouer au stade de Martyr pendant le 16e et le 8e de finale. Voilà. C'était quand même pas facile. Et surtout que cette équipe qui a encore battu et corrigé l'équipe de Kadiogo, l'équipe burkinabèse. Tomber PSV Club. Voilà, le V-Club avait gagné cette équipe et Lupopo aussi vient quand même de faire la différence. Moi, je me dis que 16 ans après, j'ai suivi l'interview de l'entraîneur de Saint-Eloi Lupopo qui Mohamed dit, Magasuba. Oui, Mohamed qui dit que voilà, nous, en cette saison, nous ne voulons pas prendre les équipes en légèreté. On s'est dit que nous sommes face à des grands. On s'est dit que si quelqu'un arrive au niveau de cette compétition, c'est que c'est un grand. On ne doit pas négliger et on ne négligera aucun match. Ils se donnent vraiment et ils prennent tous leurs adversaires au sérieux. Voilà pourquoi ils parviennent quand même à faire la différence. Et je pense qu'ils doivent continuer avec ces morales, avec cette idée, avec cette implication, pourquoi pas, pour faire mieux plus tard. Voilà. Pour faire mieux plus tard, le FC Saint-Eloi Lupopo en tout cas qui vraiment bravo à cette équipe et on espère que les choses iront pour le mieux lors de leurs prochaines séances. Le FC Saint-Eloi Lupopo qui va disputer d'ailleurs tous ces matchs de phase de poule à domicile au stade Kibasa Maliba qui est en train d'être réflexionné pour le bien-être en tout cas de Wandani comme on les appelle au Katanga. Voilà. Le Wandani, l'équipe chère au président Jacques Yaboula Katoué qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour le bien-être de son équipe. Il avait dit que le stade Kibasa Maliba c'est un cadeau que j'offre à tout le peuple de Lupopo pour qu'ils puissent jouer le match là-bas et puis qu'ils vivent en tout cas la ferveur des interclubs de la CAF. Donc coup de chapeau à cette équipe de Lupopo. On va parler d'un grand dossier, un dossier important qui va nous parler, en tout cas donc nous parlons de cette information
ou bien de ces révélations sur les abus sexuels sur le jeune joueur. Aujourd'hui, nous allons en parler parce que nous avons quand même réussi des éléments appropriés. Je crois que la régie va nous illustrer cette révélation de Romain Molina, lui qui est le journaliste et enquêteur français qui a donné des révélations. Il semblerait que les encadreurs congolais, certains coachs et encadreurs congolais qui abusent sexuellement de les jeunes, tout. Et ça a quand même fait du bruit, qui sait, partout en Afrique et même dans le monde, on en parle. Vous avez, je pense, quelques informations quand on sait, je pense. Oui, exactement. Il y a quelques informations. Il faudrait tout d'abord rappeler que le journaliste Romain qui a mené ces enquêtes, cela n'est pas free. Il a déjà mené ces enquêtes. C'était déjà depuis 2020 avec la Fédération gabonaise, si on doit le dire. Voilà. Oui, depuis 2020, il a pu mener des enquêtes et il a conclu par ces enquêtes par dire que non, il y avait de ces dirigeants qui abusaient bien sûr de jeunes joueurs. On a même cité, cette fois-là, c'était le président de la Fédération gabonaise qui était cité parmi ces choses, ces messieurs. Je pense que c'était monsieur, voilà. C'était M. Pierre-Alain Mungwingwi. Donc, voilà. Il était cité parmi ces gens. C'est déjà depuis 2020. Mais alors, si on doit rentrer en République démocratique du Congo pour en parler, déjà, il faudrait dire que... Ces enquêtes ont débuté, c'était déjà depuis le mois de février que les journalistes avaient débuté ces enquêtes. Et selon les journalistes, il dit que cela n'est pas nouveau parce que la fédération aurait été déjà, bien sûr, saisie de cela depuis 2020, lors de la... Il y a un championnat qui s'est joué, bien sûr, des moins de 20 ans au niveau de la Guinée, je pense bien. C'était des révélations qui ont été déjà faites, mais malheureusement et fort malheureusement, la fédération était restée sans mots, sans pouvoir investir, sans pour autant faire des efforts pour mettre fin à cela, sans pour autant enquêter. Et donc, cela a dérangé. Alors, parmi les entraîneurs, je ne sais pas si vous allez me permettre de citer quand même quelques noms, parce que c'est déjà connu, parce que tout le monde en parle et tout. Bon, il semblerait que la FECOFA aurait suspendu 7 personnes déjà jusque-là. 7 personnes à titre préventif pour poursuivre un peu le dossier, parce que le ministre des Sports s'en est déjà saisi et a ordonné à la FECOFA d'appliquer certaines règles. On parle d'un certain Bertin Kisamba Makou, qui est l'actuel entraîneur adjoint du FC Saint-Ouen-Lupopo. Exactement, Bertin Makou qui, lui, on ne dit pas que c'est confirmé, ce sont des soupçons. Ce sont des soupçons, il est accusé et tout, mais jusque-là, il profite bien sûr de la présomption d'innocence jusqu'à ce que les enquêtes parviennent à sa fin et que l'on puisse les juger, si c'était vraiment ça. Mais il est cité parmi les personnes qui font ces actes. On doit rappeler que c'était un ancien entraîneur aussi du Racing Club de Kinshasa. Lui, qui est maintenant l'entraîneur adjoint, comme vous l'avez dit, de Lupopo, qui est cité parmi ces personnes qui les font. On dit que c'est pas la première fois. Il a déjà débuté cela depuis très longtemps. Mais alors, il n'y a pas que lui. On a aussi cité des entraîneurs de Kinshasa. On a cité Jonathan Bouka et Alain Kandoudi, qui sont aussi soupçonnés d'être parmi ces gens qui font ces choses. Mais alors, comme on l'a dit, l'enquête est en cours déjà au niveau de la FECOFA. Il y a une commission qui est en train, vraiment une commission indépendante qui est en train vraiment d'enquêter sur les dossiers. Voilà. Mais en attendant, 7 personnes sont d'abord suspendues pour voir comment y arriver quand même. En tout cas, on observe ce dossier de près. Dès que nous avons d'autres informations au préalable, nous vous tiendrons au courant. Nous allons partir du côté de la régie rapidement pour souffler un tout petit peu. L'occasion pour nous de vous présenter une nouvelle fois la maison Style du Congo qui nous habille toujours. Vous voyez, aujourd'hui, moi je suis en orange et ici, Enoch, mon confrère, qui est en rouge. En rouge jaune. Dragon. Donc, c'est Style du Congo qui nous fait ces choses et nous allons partir à la régie pour vous faire découvrir ce que fait Style du Congo. C'est parti. Plus question de chercher ailleurs. La solution est proche de vous. Pour tous vos articles sportifs, vareuses, ballons, baskets, chaussures de sport et tant d'autres, Style du Congo est là pour vous. Avec plus de 20 ans d'expérience, Style du Congo vous propose des articles de qualité à moindre coût.
Plus question d'être confiné au grand marché. Vous trouverez ici les articles pour enfants et pour adultes, de médailles et des coupes pour vos compétitions. Situé aux nouvelles galeries présidentielles locales 13, dans la commune de la Gombe, style du Congo, pas comme les autres. Voilà, nous sommes de retour après cette vidéo de Style du Congo qui est notre habilleur, qui peut être aussi votre habilleur en tout cas si vous le voulez bien, mais je vous recommande Style du Congo pour vous les sportifs de ces pays. Rendez-vous juste aux galeries présidentielles. Sébastien Desabre, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, qui est en train de faire un grand travail à l'extérieur du pays, lui qui a déjà débuté à scruter, à superviser les internationaux congolais qui évoluent à l'étranger et même les binationaux susceptibles de rejoindre la sélection congolaise. Il était cette semaine en Allemagne. Il a commencé par la ville de Stuttgart où il est allé superviser Silas Katompa Mvutu qui joue à l'équipe de Stuttgart, qui est un ailier de formation. Il a également supervisé David Kinsombi et Christian Kinsombi, pourquoi pas Merveille Matondo. Eux évoluent à Sadotsen en 2e division allemande. Hier, vendredi, il était en Belgique, précisément dans la ville de Louvain, pour superviser 3 binationaux, à savoir Junior Sambou, Mansoni et mais également Gérard Kilota et Marvin Chiboaboa, et il les a supervisés. C'était une bonne chose. On espère vraiment que ces gars pourront venir en tout cas nous rejoindre ici en République démocratique du Congo. On parle Coupe du Monde de la FIFA, le mondial qui va débuter déjà à partir du 20 novembre prochain. Mais pour nous aujourd'hui, nous allons un peu parler sur l'aspect économique de cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que cela peut nous apporter, alors que la régie nous balance déjà les différents stades qui vont accueillir cette Coupe du Monde. Et donc ici, je crois que nous avons des informations, en tout cas pour l'économie du sport partant de cette Coupe du Monde. Quelles sont ces informations? Nous voulons un peu connaître cela. Voilà, merci Blaise Tekouzola. Mais alors avant de pouvoir, excusez-moi, en tout cas, je sais que nous... on nous montre déjà de beaux stades bien construits, vraiment, par cette équipe, par ces pays, le Qatar en tout cas. Voilà, il y en a qui sait. Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler bien sûr de l'économie des sports. L'économie des sports au niveau de la Coupe du Monde qui va débuter. Déjà, on rappelle que ça va débuter le 20. La date prévue au départ, c'était le 21 novembre. Mais voilà. On l'a rapporté pour le 20 novembre. Donc, je pense bien que nos téléspectateurs doivent être au courant de ce que sera bien sûr le coût. Bien sûr, pourquoi pas parler de l'économie. Alors, il faudrait déjà parler, il faudrait souligner que les patrons du comité suprême en charge de l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, bien sûr, monsieur Nasser Al-Khater, qui a donné des révélations. C'était depuis très longtemps. Il a dit que voici la Coupe du Monde Qatar aura des retombées du point de vue financier. Il y aura 6 milliards de dollars américains qui sont comme des retombées, bien sûr, de cette Coupe du Monde. 6 milliards, c'est pas peu, comme vous l'aviez dit. Et il a aussi expliqué que 3,2 millions de billets, c'est le nombre total de billets pour le tournoi, pour cette Coupe du Monde, dont un tiers sera bien sûr attribué aux sponsors et aux diffuseurs. Donc déjà, vous voyez, 3,2 millions de billets, c'est pas quand même peu. Énorme. C'est énorme, c'est énorme. Vous voyez que vraiment la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde a beaucoup déjà, il faut danger. savoir qu'il y a des grands stades et il y a des stades qui vont contenir 80 000 places, 70 000 places, 45 000 places, 45 000 places. Donc, c'est l'argent qui est vraiment mis en place là. C'est l'argent, à part le stade, on doit se le dire que les gens qui viendront, parce que vous savez que la Coupe du Monde, c'est l'unique, je peux le dire, l'unique championnat ou encore l'unique compétition qui met ensemble presque
toutes les nations et toutes les races, toutes les cultures. En tout cas, plusieurs personnes iront au Qatar, mais il faudrait se dire que les gens auront besoin de pouvoir être aussi dans des hôtels, dormir, passer une nuit et tout. Vous voyez tout ça, si déjà... Ils vont louer les hôtels. Exactement, si déjà il y a plus, parlons de plus de 100 000 ou 200 000 personnes qui se déplacent seulement pour suivre la Coupe du Monde, vous savez combien le Qatar aura bien sûr encaissé pour cette Coupe du Monde. Ils ont quand même investi beaucoup d'argent pour cela. Exactement, donc 6 milliards déjà comme revenu. Ça, ce sont des estimations, bien sûr. Justement, ce sont des estimations, c'est pas peu, c'est déjà quelque chose de très bon. Et tenant compte aussi de ce qu'on a parlé, le prix des billets et tout. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment des grands enjeux au niveau de la Coupe du Monde. Voilà, reste à voir déjà les jours à venir, comment est-ce que nous allons encore en parler, peut-être dans la profondeur. Voilà, dans la profondeur, comme vous avez dit, Anokisei. Alors, le fidèle téléspectateur doit aussi savoir que le vainqueur de cette Coupe du Monde empochera une somme de 42 millions de dollars. C'est énorme en tout cas. La seconde place, le deuxième empochera 40 millions de dollars. Le troisième, 27 millions. Le quatrième, 25 millions. Tous les quart finalistes auront 17 millions de dollars. Ceux qui seront qualifiés pour le huitième de finale auront 13 millions de dollars. Et ceux qui sont qualifiés pour la phase de groupe, rien qu'en étant qualifiés, ils ont 9 millions de dollars. C'est quand même énorme. Et donc ici, sur le plan économique pour toutes ces nations, et on espère vraiment que les choses iront encore de mieux en mieux. Déjà, en termes de finances, plus vous vous qualifiez, plus vous engagez de l'argent. Mais justement, ça va être bien pour les ressources de ces nations. Blaise Kuzo, là, justement, c'est ça avec le football. Surtout que c'est la Coupe du Monde. C'est pas n'importe quel championnat. Voilà. C'est la Coupe du Monde. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, déjà, quand vous avez cité ces genres de montants, moi, en tout cas, ça m'a fait très mal de voir la RDC vraiment rater. Voilà. Parce que vous savez que si la RDC vraiment parvenait à se qualifier, ça allait faire du bien sur les finances du pays même. Vraiment. Combien la RDC allait gagner? Et si on parvenait quand même à se qualifier aussi pour les différentes phases de cette coupe, la huitième de finale. Donc plus vous qualifiez, plus vous avez un target à accomplir. On doit prendre les choses au sérieux dans notre nation, surtout dans la manière de l'organiser. Vous savez, le football doit s'organiser. Le football s'organise. Les dirigeants doivent mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. On doit mettre fin avec des complaisances, on doit pas être complaisant, parce que au moment où il y a des nations qui ne s'enrichissent que par les sports, je ne sais pas si vous le savez, il y a des nations qui font d'argent aujourd'hui uniquement que par le sport. Et si aujourd'hui la RDC parvenait quand même à pouvoir faire mieux, vous voyez qu'aujourd'hui on allait parler autre chose, ça aurait été mieux de parler aussi de la RDC à la Coupe du Monde. Donc, voilà. Ça aurait été mieux, non, qui sait, mais malheureusement, les pays, la plus localisée du Congo, ne sera pas à cette Coupe du Monde, mais on espère qu'en 2026 nous pourrons y être, on espère en tout cas. Pour clore définitivement cette édition, nous allons partir du côté de la régie. C'est là maintenant nous allons suivre la revue de presse sportive pour nous donner un peu des informations sur ce qui se passe en Europe et pourquoi pas dans le monde entier. C'est parti pour la revue de presse sportive. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va attaquer cette revue de presse avec le match du vendredi soir en Ligue 1. En ouverture de la 14e journée, la JOC a réalisé une belle seconde période pour récolter un point contre les Stacks 1-1. Benoît Costil a notamment été impérial. Puis ce matin, la Provence ouvre son édition du jour en décryptant la dernière conf de presse de l'Olympique de Marseille, où il y avait notamment Dimitri Payet. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce week-end, on va avoir droit au dernier match de championnat avant le mondial. Pour l'ouverture de la 15e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait l'OGC Nice. Mené pendant près d'une heure, l'OL a arraché le point du match nul grâce à son capitaine Alexandre Lacazette en fin de rencontre. Pour le journal Nice Matin, c'est un nul amer car le pénalty accordé aux Lyonnais était très généreux. Et sur la une du Progrès ce matin, on peut lire la fête contrariée. En effet, hier, Karim Benzema est venu présenter son ballon d'or au public lyonnais, comme on peut le voir dans ses pages internet.
l'intérieur. Le quotidien met aussi en avant les Bad Guns. Le groupe de supporters a livré un magnifique show pour célébrer ses 35 années d'existence. Mais bon, ce nul obtenu avec difficulté a gâché le spectacle. Ce score de parité n'arrange aucune des deux équipes. En Espagne, ce qui fait les gros titres, c'est la liste de Luis Enrique. Hier, en milieu de journée, le sélectionneur de l'Aurora a dévoilé le nom des 26 joueurs qui iront au Qatar. Ils sont choisis pour la gloire, peut-on lire sur cette une de Sport. La presse espagnole est très optimiste quant aux chances de l'Espagne de remporter la Coupe du Monde. Il y a très peu de débats pour critiquer cette liste. Mundo Deportivo a choisi de mettre les 26 visages sur sa première page ce samedi. AS a préféré partager un montage avec comme titre « Partons en guerre ». L'un de ses soldats espagnols, Pedri, a confié ses ambitions au journal Marca dans une longue interview exclusive. « L'étoile ne pèse pas autant, du moins pour moi. C'est un beau souvenir et j'espère que nous pourrons mettre une autre étoile pour que le maillot pèse plus lourd pour les générations à venir », raconte-t-il. On va continuer à parler de la Coupe du Monde appelée par Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Albiceleste. Lionel Messi s'apprête à disputer son 5e mondial. Interrogé par le quotidien argentin Olé, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas manqué de rappeler ses ambitions. Ce groupe est similaire à celui de 2014 quand on a atteint la finale. À partir de là, j'ai compris qu'il fallait croire en un groupe fort comme celui-là et aussi qu'il est important de bien démarrer pour la suite de la Coupe du Monde. Ce groupe est devenu fort lorsque nous avons perdu contre le Brésil lors de la Copa América 2019, a tout d'abord expliqué la Pulga. Puis il a déclaré « Nous pouvons gagner ». L'ex-barcelonais s'est aussi confié sur la pression exercée par son entourage. Il y a une grande anxiété dans la famille. Comme dans tout le pays, Antonella me demande « Thiago regarde tout le temps des vidéos de l'équipe nationale, regarde le calendrier et il me met une pression terrible ». Messi nous donne rendez-vous le 22 novembre pour le premier match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Bon, toutes les listes ont pratiquement été dévoilées, mais les sélectionneurs craignent une chose, qu'un de leurs joueurs clés se blesse gravement ce week-end. Les coachs en club en ont conscience comme Guardiola, mais le tacticien a fait une déclaration choc en conférence de presse. Nous n'allons pas reposer les joueurs pour l'équipe nationale, je n'ai reçu aucun appel à ce sujet, je n'en ai pas reçu et il n'est pas nécessaire de m'appeler. Le manager des Sky Blues estime qu'il n'a pas à se plier aux exigences des sélectionneurs. Il a un championnat à gagner après tout, le monde doit attendre, titre le Daily Express. Ça fait aussi la une du Daily Star qui confronte à distance Pep Guardiola et Gareth Southgate, le sélectionneur des Free Lions. Ce dernier, comme on peut le lire dans The Daily Telegraph, a avoué qu'il ne va pas regarder les matchs de ses joueurs ce week-end car il a trop peur de voir une blessure. On va fermer cette parenthèse Coupe du Monde, on va parler Mercato maintenant. Ce Guardian a lâché une bombe ce matin et ça va sûrement faire sourire bon nombre d'entre vous, je pense. D'après le quotidien anglais, Manchester United espère vendre Harry Maguire cet hiver. Raphaël Varane, Lisandro Martinez et même Victor Lindelof sont préférés à Maguire dans la rotation de Ten Hag. Le défenseur anglais a coûté plus de 80 millions d'euros à Manchester United. Les dirigeants ont conscience qu'ils n'arriveront pas à le vendre pour la même somme, mais son départ pourra permettre aux Red Devils d'acheter un nouveau défenseur plus jeune pour apporter de la concurrence. Eric Ten Hag veut aussi remanier son milieu de terrain lors du prochain mercato. Fred est annoncé sur le départ pour libérer quelques liquidités. Et pour être bien complet sur l'actu de Manchester United, on apprend en lisant The Manchester Evening News que le manager néerlandais a fait d'Anthony Martial son numéro 9 titulaire indiscutable. En conférence de presse hier, il a couvert d'éloges l'attaquant français. Pour terminer ce tour de la presse sportive, on va feuilleter les quotidiens italiens. Tuttosport met en avant la Juve qui fait à nouveau peur en Serie A. Pour les journalistes du Canard, il y a un mois, la Juventus avait 7 points de retard sur Milan et l'entraîneur de Livorno semblait avoir perdu le contrôle de la machine Juve. 33 jours plus tard environ, Allegri véhicule le sentiment d'avoir trouvé l'équilibre idéal malgré les calvaires des blessures et ce n'est pas prêt d'être terminé car la Juventus s'apprête à faire un gros recrutement cet hiver d'après la Gazzetta dello Sport. Le plus gros dossier c'est Sergej Milinkovic-Savic. La Juve veut trouver un accord avec la Lazio avant la fin de la Coupe du Monde. L'agent du joueur a rencontré les dirigeants bianconeri dans la semaine pour débuter des négociations. La Juve compte bien répondre aux exigences du joueur avec un salaire d'environ 6 millions d'euros. Le club turinois veut surtout faire un mercato low cost car Dorp de la Roma est dans le viseur turinois depuis sa brouille avec Mourinho. La vieille dame souhaiterait également engager Odriozola en prêt. Le latéral droit n'a joué aucune minute avec le Real depuis le début de la saison. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous. Très belle revue de presse de nos confrères de Foot Mercato. Et donc ici, il y a quand même beaucoup d'actualités, mais je crois qu'en quelques petites secondes, quels sont vos mots par rapport à toutes ces actualités? Parce que on sait que déjà nous entrons dans le bain de la Coupe du Monde, ça c'est chaud. Quelles sont vos impressions en tout cas? Voilà, moi je pense qu'on doit s'apaisantir sur beaucoup plus la Coupe du Monde parce que c'est ce qui importe beaucoup. Voilà. Bien qu'il y a vraiment des enrichissantes informations, mais nous parlons un peu de la Coupe du Monde. Vous voyez des clubs, des entraîneurs des clubs qui sont un peu harcelés d'une manière ou d'une autre parce par que
déjà, des ces sélectionneurs. week-ends, c'est les derniers avant la trêve. Justement, alors qu'il y a certains championnats qui s'est joué encore et qui se jouent encore. Et donc, vous voyez que les entraîneurs recevaient vraiment de la pression parce que les sélectionneurs avaient peur que les grands joueurs surtout puissent être blessés. Si déjà on doit compter, il y a beaucoup de joueurs qui sont déclarés forfaits pour la Coupe du Monde. Donc, vous voyez que ça faisait quand même peur. Je ne sais pas si je dois donner la liste rapidement de ceux qui sont déclarés forfaits pour la Coupe du Monde faute de blessure. Alors, au niveau de la France, il y a N'Golo Kanté qui est blessé. Il y a Paul Pogba qui est blessé. L'Allemagne, on parle de Timo Werner qui est blessé. En Angleterre, on parle de Ben Chilwell qui est aussi blessé. Il y a aussi Reece James qui est bien sûr blessé. Pour le Brésil, on parle bien sûr de Arthur Melo qui est parmi les blessés. Pays-Bas, il y a Jorginho bien sûr. Wijnaldum. Oui, qui est aussi déclaré parmi le blessé, qui a un problème au niveau de son tibia. Il faut qu'on le dise. Portugal, il y a Diogo Jota, qui est aussi parmi les blessés. Il y a Pedro Neto qui est aussi parmi le blessé. Sénégal, on parle de Sadio Mané, mais je ne sais pas malheureusement qui sera quand même dans les groupes. On va essayer de l'évaluer. Ça, c'est la dernière information que j'ai reçue. Selon certaines informations, que Sadio Mané sera évalué 10 jours plus tard pour pouvoir, on va un peu évoquer sa blessure. Est-ce qu'il sera prêt à jouer le deuxième match ou le troisième? On le saura dans un peu justement, plus de donc 10 jours. pour son cas, on le dira peut-être plus tard. Alors les 3 ou 4 derniers joueurs, c'est que l'Uruguay, il y a aussi Ronald Araujo qui est aussi dans le groupe. Oui, qui est aussi dans les groupes. On va aussi évaluer, voir comment est-ce que au niveau du Maroc, il y a Irman Louza qui est aussi qui a un problème au niveau de sa cheville. Imran Louza. Oui, et il y a dans l'Argentine, au niveau d'Argentine, il y a Giovanni Lo Celso qui est parmi les blessés. Et pour finir, la Suisse, il y a Yvan Vogo qui est aussi parmi les blessés. Voilà, c'est la liste de quelques joueurs qui sont forfaitaires. Et donc voilà ce que je peux souligner. Merci beaucoup Enoch Issei. Donc comme vous le voyez, comme vous le savez, nous vous donnons toutes les informations relatives au sport, au football. Et nous vous disons déjà que à partir du 20 novembre 2022, en tout cas, nous allons débuter la Coupe du Monde 2022 avec la rencontre qui opposera le Qatar à celle de l'Équateur à 17h ici sur Géopolis Télévision. Vous voulez passer, vous voulez faire vos annonces, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Nous allons vous servir en temps réel. Donc l'émission est finie. Je m'en vais remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés à réaliser cette émission. À tout seigneur, tout honneur. Je salue ou je dis merci à mon chef direct, William Albert Kalingay, qui nous a permis d'être là. Merci également à Guy Kazadi, le directeur de ressources humaines de la chaîne Géopolis Télévision. Merci à madame Tania Kapinga, la coordonnatrice, pourquoi pas Jojo Moulamba, le directeur de production, et Benito Kabiena. Au niveau de la régie, je vois Guina Moutela, je vois Papa Noël Tunda, je vois également Ene Moutombo, pourquoi pas le chef plateau, Jusqu'à Tamba, jeu de jeu. Mais également un grand merci à la rédaction de Géopolis Télévision qui nous permet toujours d'être là. On se retrouve le samedi prochain dans un plateau spécial où nous allons beaucoup plus parler de la Coupe du Monde, car vous le savez que le mondial débutera déjà le 20, donc le 19 novembre prochain, nous allons parler par la grâce de Dieu, c'est lui qui nous fait toujours grâce d'être présent et d'être en vie. Donc s'il nous prête vie, nous serons là pour vous informer. Restez toujours branchés sur Géopolis Télévision. Au revoir.